Goeie. Schöne gute Mittag. Normalerweise sind wir lo live, die müssen das können hören und gesehen. Wir sind froh, dass da ganz zahlreich Haut dabei sind für den nächsten Landtag über die Impfungen. Je fange lo plötzlich bei June, mais on va changer par la suite en français. Pour plusieurs raisons, entre autres parce qu'Anna est plus à l'aise en français. On va se présenter d'abord. Ja. Mon nom est Jean-Claude Schmitt, je suis le directeur de la santé. Et puis on a Anna Chiotti qui est la chef de la division de la pharmacie et des médicaments. Pour commencer, peut-être quelques informations générales. Premièrement, ces lunch talks vont se faire toutes les 2 semaines. Donc, vous aurez l'occasion de poser des questions régulièrement. On estime que c'est très important parce qu'on a maintenant cette vaccination contre le coronavirus et on se rend compte qu'il y a finalement beaucoup de questions qui viennent à la fois du grand public, mais aussi des professionnels de santé. Et l'objectif, c'est effectivement de vous donner un petit update, un petit état des lieux de la situation actuelle et surtout répondre par la suite aux questions. Et donc, on vous invite de nous poser vos questions. Et je vois ici dans mes documents qu'il ne faut pas utiliser la fonction chat, mais il faut utiliser la fonction Q&A de votre ordinateur pour poser ces questions. Donc, on va peut-être commencer. Anna, Oui. est-ce que toi, tu veux commencer avec quelques informations sur la vaccination? Oui, alors effectivement, je pense que c'est important d'expliquer les grandes lignes de notre stratégie de vaccination. Donc, la vaccination a déjà commencé au Luxembourg et donc il y a plusieurs équipes qui travaillent donc à la fois à l'élaboration de la stratégie, qui est un document qui évolue au fur et à mesure de l'arrivée des connaissances et des différents vaccins. Il y a tout le volet évidemment logistique qui est très important au déploiement de la vaccination. Vous savez déjà que certains vaccins ont des caractéristiques qui font qu'on ne peut pas les déployer dans des cabinets par exemple, d'où la nécessité de recourir à des vaccinations centralisées à travers des centres. Et donc ça, ce sont les grandes lignes. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons 2 vaccins qui sont approuvés par l'Agence européenne des médicaments. Donc le premier vaccin, c'est le vaccin de Pfizer, qui s'appelle BioNTech, qui s'appelle le Comirnaty et qui est déjà administré depuis la fin décembre au Luxembourg. Le deuxième vaccin qui a obtenu l'autorisation de mise sur le marché, c'est le vaccin de la firme Moderna. Tous les deux, ce sont des vaccins qui sont basés sur la technologie d'ARN messager. Et donc, ce sont vraiment des vaccins qui sont prometteurs, mais ce sont des vaccins qui ont évidemment cette caractéristique qui fait qu'on doit les acheminer congelés. Et donc, c'est une nouvelle façon, en fait, pour nous de travailler avec des vaccins qui, pour les vaccins classiques, se gardent dans un frigo normal. Voilà, donc les prochains vaccins qui vont arriver, c'est le vaccin de AstraZeneca. Donc nous attendons l'autorisation de mise sur le marché par l'Agence européenne des médicaments, en principe pour la fin du mois. Mais de nouveau, ce sont des objectifs que l'agence se fixe, évidemment, pour rendre le vaccin le plus rapidement possible, d'avoir le plus de vaccins possible, parce qu'on sait que le facteur limitant aujourd'hui, c'est aussi la capacité de production, en fait, des grandes quantités de vaccins. Voilà. Ouais. Moi, je vais peut-être rajouter quelques informations sur les centres de vaccination. Bon, vous avez tous vu dans la presse, je pense, que le premier centre a été ouvert donc fin décembre. C'est le hall Victor Hugo au Limpotsberg, donc bien central au pays. Mais on veut évidemment progressivement décentraliser cette vaccination et donc il y a des projets pour avoir un centre à Esch. Il y aura un centre au nord du pays. Il y aura un centre près de Air Rescue, en fait dans le hall de Air Rescue ici près du Findel. Et puis un dernier centre dans le sud-est du pays, en pratique à Mondorf. Avec ça, on couvre grosso modo la surface du pays. À côté de ces centres de vaccination, on travaille beaucoup actuellement avec des équipes mobiles. On a besoin des équipes mobiles pour se rapprocher en fait des patients les plus fragiles et les plus vulnérables, qui sont les patients dont les
maisons de soins et de repos. Et c'est là où on commence pour l'instant à vacciner beaucoup. Donc on vaccine à la fois les résidents, mais on vaccine aussi le personnel de soins de ces institutions. Même chose pour les hôpitaux. On a commencé à vacciner dans les 4 hôpitaux aigus du pays. Le personnel de santé qui est en contact donc directement, ou qui a un risque d'être en contact directement avec des patients infectés. Donc ça, c'est les priorités que le gouvernement avait définies. Évidemment, vu la situation épidémiologique actuelle et vu la grande crainte d'une prochaine vague d'infection, surtout avec des virus variants plus facilement transmissibles, on essaye de terminer cette première phase le plus rapidement possible pour évidemment protéger tous ces patients vulnérables. Par après, le gouvernement va décider prochainement les 2e, 3e et 4e phases de la vaccination. Ce qui est clair pour l'instant, c'est qu'on va évidemment aussi couvrir les personnes vulnérables à l'extérieur des institutions et donc les personnes fort âgées à domicile. Et puis progressivement, mais là les détails ne sont pas encore connus, on va probablement de plus en plus vacciner des personnes plus jeunes, tout en donnant toujours une priorité aux personnes vulnérables. Donc ça c'est en gros et en quelques mots la stratégie de vaccination. Alors, ce qu'on peut aussi encore préciser, c'est une vaccination qui se fait sur invitation. Donc, on ne peut pas se présenter spontanément dans un centre de vaccination. Vous allez recevoir des invitations. Ces invitations comportent un code pour s'enregistrer via guichet.lu. Et vous aurez une confirmation de rendez-vous et vous pouvez vous présenter alors dans le centre de vaccination que vous avez choisi. Voilà, ça c'est les informations de base, je pense. Et maintenant, on a déjà des questions, donc on va peut-être prendre les premières questions. D'accord, donc la question sur le délai prolongé de la 2e injection du Comirnaty. Donc effectivement, c'est une question qui s'est posée dans plusieurs pays, notamment aussi pour des soucis de vacciner un maximum de personnes assez rapidement et aussi de pouvoir évidemment assurer la partie logistique. Alors la 2e injection, elle peut se faire en principe, donc selon la notice scientifique de l'approbation de ce vaccin, c'est après 21 jours, mais il y a bien sûr une flexibilité puisque dans les études cliniques, on a fait la 2e injection jusqu'à 42 jours. Donc, il faut essayer aussi de rester quand même dans des délais qui sont, surtout quand on vaccine des grandes populations, on nous demande aussi, nous, de récolter des informations. Donc, on essaye, dans la mesure du possible, d'avoir quand même des dates fixes pour pouvoir après comparer, collecter des données. Et donc voilà, donc le délai prolongé, au-delà des 42 jours, il n'y en est pas question aujourd'hui pour pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'il faut de nouveau refaire des études et que la firme soumette une variation à son autorisation de mise sur le marché pour le permettre. Alors quand est-ce que les pharmaciens pourront se faire vacciner? Le type de vaccin, donc, les pharmaciens sont inclus dans les... Et peut-être je n'ai pas précisé, quand j'ai parlé de la vaccination des professionnels de santé, en fait, actuellement, les invitations qui sont envoyées concernent à la fois les gens qui travaillent dans des institutions, mais également les gens qui pratiquent à l'extérieur, en libéral, y compris les pharmaciens dans les officines. Donc, vous allez avoir des invitations au prorata, évidemment, de l'arrivée du vaccin sur le territoire. Exactement. Et donc, ça répond aussi à une question que peut-être certains d'entre vous n'ont pas encore reçu d'invitation. Ben, c'est justement parce qu'on le fait au fur et à mesure de l'arrivée des livraisons des vaccins. Comme on l'a dit, effectivement, c'est un flux tendu et on les reçoit, en fait, je dirais presque au goutte à goutte au début.
Mais bien sûr, vu qu'il y aura 3, 4, 5, 6 vaccins cet été qui, heureusement, arriveront sur le marché, la problématique sera toute différente, mais on vaccine au fur et à mesure. Hein. Et le but, c'est clairement de pouvoir vacciner les professionnels de santé dans les 2-3 mois. Exactement. C'était donné jusqu'à fin mars. Maintenant, ça dépend un peu de l'arrivée du vaccin. Mais avec les 3 vaccins qu'on aura bientôt, on reste quand même très optimiste de pouvoir atteindre ce but. Voilà. Et les firmes reçoivent aussi énormément les mêmes questions que les autres États membres. Donc, il y a une pression accrue aussi pour augmenter les lignes de production. Et donc, vous avez probablement entendu aussi que le vaccin de Pfizer qui vient de la Belgique, eh bien, la Belgique, cette usine-là a augmenté ses capacités de production. Et donc, les petits ralentissements qu'on a maintenant, ils vont être rattrapés par la suite en termes de livraison. Ensuite, donc... La question de la femme qui allait, est-ce qu'elle peut être vaccinée? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de contre-indication. Donc les études n'ont pas été faites chez les femmes ni enceintes ni allaitantes, bien entendu, mais on collecte les données. Alors il faut savoir que dans les dossiers de soumission des vaccins, il y a quand même des données qui sont faites chez d'autres espèces et où on voit qu'effectivement, il n'y a pas de souci. En principe, le ARN messager ne va pas passer dans le lait maternel parce que c'est aussi une molécule qui est rapidement dégradée. Mais évidemment, tout ceci, il faut le prouver chez l'humain. Et donc, c'est pour ça que c'est important aussi que s'il y a un choix, une décision de vacciner une femme pour une raison tout à fait valable, la question se pose aussi pour d'autres vaccins. Donc là, il faut quand même, bien entendu, faire le suivi qu'il faut. Donc, et c'est la même chose pour les femmes enceintes éventuellement. Absolument. Donc, en cas de grossesse, on ne propose pas nécessairement la vaccination, on est prudent, il y a le principe de précaution qui joue. Par contre, si on vaccine une femme sans savoir qu'elle est enceinte finalement, ce n'est en tout cas pas une raison pour proposer un avortement ou quelque chose, une interruption de grossesse. Alors, donc on va lire la prochaine question. Donc, jusqu'à quel point il y aura des vaccinations obligatoires pour le personnel en contact avec des personnes âgées? Alors, il n'y a pas de vaccination obligatoire, très clairement, et le gouvernement l'a dit plusieurs fois, donc personne ne sera obligé. D'un autre côté, je pense que si on travaille en contact étroit avec des gens hautement vulnérables, des personnes âgées, on a aussi une certaine responsabilité, je dirais, morale et éthique. Et on encourage évidemment la vaccination de ces personnes. Alors, donc, je lis la question suivante. Donc, concernant la politique vaccinale, donc, quel est le pourcentage de personnes vaccinées qu'on vise à atteindre au Grand-Duché? Idéalement, tous. Voilà. Maintenant, pratiquement, il y a la fameuse immunité de cohorte, herd immunity, qui est de 70% environ. Ce serait l'idéal parce qu'à ce moment-là, on coupe la circulation du virus dans la population et on est tous tranquilles. Maintenant, si on n'atteint pas ce pourcentage, on a quand même un avantage de cette vaccination. Chaque personne qui est vaccinée est une personne protégée qui ne sera plus malade. Peut-être encore des questions qu'on a reçues par message. Donc, nous avons reçu d'autres questions. Donc, est-ce qu'on pourrait choisir notre vaccin? Alors, pour l'instant, évidemment, c'est compliqué de répondre parce qu'on n'a pas de données qui disent qu'un vaccin est meilleur qu'un autre, qu'un vaccin est plus indiqué qu'un autre, puisqu'on n'a pas fait d'études directes, comparatives au sein d'une même étude pour ces vaccins. Donc, bien entendu, le jour où il y aura plusieurs vaccins qui vont coexister, il y aura peut-être des contre-indications pour l'un et pas pour l'autre. Et donc, le choix, il va se faire au niveau médical. Donc, ce n'est pas une personne, un patient, entre guillemets, qui va se faire vacciner, qui va choisir, sauf évidemment s'il y a un argument énorme. Mais de nouveau, il y a une justification médicale derrière. Et donc, de prime abord, c'est une prescription médicale que de vacciner. Alors, les prochaines, donc... une question très fréquente, c'est les allergies. Bon, ici, on pose la question d'allergie aux piqûres d'insectes.
il n'y a pas de risque, il n'y a pas de venin d'insectes dans le vaccin. C'est ça. On peut être rassuré. Une question qu'on pose aussi très, très fréquemment, c'est l'allergie à la pénicilline. Oui. Et là aussi, on peut vous Voilà. assurer qu'il n'y a pas de pénicilline Voilà. dans le vaccin. Donc, Ou l'allergie aux œufs aussi, Oui, pour certains. oui. Ici, c'est pas des vaccins qui sont produits donc avec le valbumine et donc il n'y a pas de risque non plus. Donc Donc, il y a une question intéressante, c'est comment le personnel est vacciné dans les établissements pour personnes âgées. Pour l'instant, dans la première idée était de les inviter dans les centres de vaccination. On se rend compte que pour le personnel, ceci est quand même une charge lourde parce qu'ils travaillent déjà beaucoup, ils viennent souvent de fort loin et s'ils doivent encore se déplacer dans un centre de vaccination, c'est souvent compliqué. Donc ce qu'on a décidé, c'est que en fait, les équipes mobiles qui vont dans les centres de personnes âgées vont également vacciner le personnel sur place. sur place. Alors, est-ce que des vaccins classiques non ARN seront-ils prévus pour la vaccination de la population? Oui, bien sûr, puisque c'est un portefeuille donc, de différents vaccins, donc à la fois basés sur les ARN messagers et puis sur les technologies habituelles, classiques, donc des vieux vaccins. Donc ça sera disponible à terme. Ouais. Question sur l'invitation. Quand est-ce que vous allez, en tant que professionnel de santé, recevoir l'invitation? On a déjà un peu répondu à cela. C'est au prorata des vaccins qui arrivent. Donc, on ne peut pas inviter tout le monde en même temps. Ça viendra dans les semaines à venir. Et puis, combien de temps l'invitation est valable? Le délai pour s'inscrire, c'est classiquement 2 semaines. On va peut-être adapter ce délai à nouveau en fonction de l'arrivée des produits. Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'il faut parler plus fort. Oui. On va parler plus fort. C'est vrai que c'est le masque. Avec le masque, mais Ouais. bon, puisqu'on est proche, on garde le masque. Ok. Alors, quel délai attendre entre un épisode Covid et la vaccination? Alors là aussi, la notice scientifique ne spécifie pas. Donc évidemment, si on a une infection active symptomatique, c'est clair qu'il faut attendre avant de se faire vacciner. Donc il n'y a pas dans les études cliniques, il n'y avait pas de critères d'exclusion par rapport à une durée entre la fin de ce qu'on appelle de l'épisode Covid ou la fin des symptômes et alors l'inclusion dans les études. Donc en principe, il n'y a pas de contre-indication, sauf évidemment si on est très malade. Oui. Alors, des questions compliquées à lire. Oui. On va prendre les simples d'abord. Ou toi, Oui. commence. Oui, quelque chose donc, pour expliquer pourquoi l'immunité conférée par le vaccin serait meilleure que l'immunité naturelle. Alors, j'ai lu hier justement un article là-dessus. C'est difficile de répondre. Je peux vous répondre pour le vaccin de Pfizer, parce que c'est quelque chose qui a été mesuré. Donc, il faut mesurer les choses. Et donc, on a mesuré la réponse immunitaire avec le vaccin. Donc, les vaccins ARN messagers ont la capacité justement de générer une forte réponse immunitaire. Et donc, on a mesuré la réponse chez des personnes qui avaient été infectés naturellement par rapport à ceux qui sont vaccinés. Et dans certains cas, il y avait une augmentation donc, de la réponse des titres d'anticorps de l'ordre de 20 fois. Évidemment, c'est pour ce vaccin en particulier. Donc, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui sera le même pour tous les vaccins. Et donc, et dans cette étude, il y avait 2 personnes chez qui il n'y avait pas vraiment de différence ou peu de réponses. Alors après, il faut voir quel est l'âge des personnes, etc. Parce qu'on sait qu'avec l'âge aussi, le système immunitaire va réagir, on va dire, moins fort. Donc voilà, donc c'est la seule chose que je peux dire aujourd'hui par rapport à ce vaccin-là. Et donc les études doivent encore arriver. C'est une question qui reviendra certainement encore souvent. Alors, il y a une question sur les vaccinations des médecins en dehors des hôpitaux. On en a répondu déjà en partie. Tous les médecins, comme tous les professionnels de santé, sont invités, peu importe s'ils sont affiliés à un hôpital ou pas. Mais à nouveau, pas tout le monde est invité en même temps. C'est vraiment au prorata de l'arrivée du vaccin. Donc un peu de patience, s'il vous plaît. Celle-ci aussi, avec les patients VIH,
Donc, il n'y a pas de Bien sûr, contre-indication non. pour les patients VIH et la transcriptase reverse, c'est celle du virus et pas celle de l'humain. Donc, les cellules humaines n'ont pas Mhm. la possibilité de faire ce travail de transcription inverse. Mhm. Alors, il y a une question sur la vaccination des personnes grabataires à domicile. C'est effectivement un problème. On est en train de réfléchir là-dessus. Il y a plusieurs pistes, mais on peut s'imaginer qu'on organise ça avec les communes, par exemple. En général, surtout pour les petites communes, le bourgmestre connaît bien les personnes dans cette situation dans sa commune et il pourrait nous aider, nous orienter respectivement. On pourrait, avec des équipes mobiles, venir dans une commune et vacciner toutes les personnes qui ont difficile à se déplacer. On n'est pas encore à ce stade-là, et donc on est bien conscient du problème et on y réfléchit. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur l'infectiosité du patient vacciné? Alors, infectiosité dans le sens de est-ce que le patient peut encore, quelqu'un qui est vacciné, est-ce qu'il peut encore s'infecter avec du virus et est-ce qu'il peut transmettre le virus à une autre personne par la suite? On n'a pas la preuve que ce n'est pas le cas. Donc, pour l'instant, ce que les études ont montré, c'est que les gens ne deviennent plus malades. Ils ne développent plus la maladie COVID, mais on n'a pas encore les données sur la transmissibilité. On les aura dans 1 ou 2 mois. Donc, un peu de patience là aussi. Et la conséquence, c'est que même si on est vacciné, on doit respecter les gestes barrières pour l'instant parce qu'on n'a pas cette certitude qu'on ne peut pas transmettre le virus. Donc, quelle est la durée moyenne d'immunisation d'un vaccin en général? Donc ici, c'est aussi quelque chose où il faut attendre le temps d'observation puisque les études ont été faites dans un temps assez rapide. Et donc, le fait de devoir se faire vacciner chaque année, on a besoin justement de récolter les données maintenant de suivi de ces personnes. Donc, c'est difficile de répondre aujourd'hui. Ouais. Moi, j'ai une question ici sur le document qui a été déjà posé antérieurement. Quelle est la position du ministère ou de la direction de la santé concernant la vaccination des personnes âgées au-delà de 85 ans? Et la personne fait référence à l'histoire des décès en Norvège qui a été fort médiatisée ces derniers jours. Alors on peut dire que dans les études cliniques, il y a essentiellement des gens qui ont été inclus jusqu'à l'âge de 85 ans. Au-delà de 85 ans, il y a eu peu de personnes. Donc on connaît moins bien l'efficacité des vaccins dans cette catégorie d'âge au-delà de 85 ans. C'est quelque chose qu'on verra par la suite, mais il y a des premiers résultats qui sont très encourageants dans des pays qui ont beaucoup vacciné, comme Israël et comme l'Espagne. J'étais dans une réunion européenne hier où mon collègue espagnol a confirmé qu'on voit déjà une diminution de la mortalité dans cette population parce qu'ils ont déjà beaucoup vacciné en Espagne, les personnes âgées. Donc c'est très rassurant. Alors l'histoire des décès en Norvège, il faut savoir qu'il y avait 23 patients qui étaient décédés quelques jours après la vaccination. C'était des patients très âgés, des patients très fragiles avec des maladies préexistantes. Et il faut aussi savoir que chaque semaine en Norvège, il y a 400 personnes qui décèdent dans les maisons de soins et des maisons de repos. Donc c'est tout à fait normal. On aura la même chose ici au Luxembourg. On sait que la population des maisons de soins change de 20 à 25% par an parce que les personnes décèdent et il y aura des nouveaux résidents qui vont venir. Et donc, inévitablement, on aura des gens qui vont décider et qui ont eu le vaccin quelques jours avant, mais c'est plutôt une association fortuite qu'un cause-effet. Et l'Agence européenne des médicaments a fait une investigation maintenant en Norvège pour analyser ces cas ensemble avec les autorités norvégiennes. Le rapport final n'est pas encore sorti, mais les premières indications sont très claires. Il ne semble pas avoir d'association avec le vaccin. Tout à fait. Donc on peut être rassuré. Une autre question, est-ce que l'entièreté de l'effectif des officines et des cabinets est prévue à être vaccinée ou c'est prévu? Maintenant, il faut que
les gens, on espère avoir une adhérence forte à la vaccination, hein, comme on l'a dit au début. Euh, Alors, une question, donc, comment la direction de la santé va savoir qui est vulnérable? Ça, c'est effectivement une question qui va se poser très rapidement dans la prochaine phase en fait, des vaccinations. On ne peut pas le savoir, il n'y a pas de registre de vulnérabilité dans aucun pays d'ailleurs. Et donc, on a besoin d'une collaboration très étroite avec les médecins pour définir qui est personne vulnérable. Et j'ai une réunion avec le Cercle de médecine générale et avec la MMD la semaine prochaine pour en discuter pratiquement. Alors, donc ça, on a répondu. Donc, les femmes avec souhait. Donc, doit-on vacciner les femmes avec souhait de grossesse? Donc, tout dépend à quel moment, hein. Donc, je pense qu'il vaut mieux se faire vacciner avant de tomber enceinte. Comme ça, on est couvert. Et effectivement, si on est enceinte, c'est au médecin, au gynécologue de voir s'il y a un profil de risque particulier qui justifie une vaccination. Alors, les mutations virales virales, versus l'efficacité. effectivement. Donc, actuellement, on est très concerné et très attentif aux mutations virales. Il y en a beaucoup. Il y a celle dont tout le monde parle, celle du Royaume-Uni, mais il y en a d'autres qui circulent et qui sont tout aussi inquiétantes. Donc, sujet très important. On risque d'avoir à nouveau pas mal d'infections avec ces mutants également dans nos pays. Point de vue efficacité des vaccins, pour l'instant, c'est plutôt rassurant. Il y a les premières études qui montrent que les vaccins fonctionnent, en tout cas contre le mutant anglais. Pour les autres mutants, il y a un peu moins d'informations, mais c'est plutôt rassurant. C'est ça. Alors, le Luxembourg envisage-t-il un passeport vaccinal optionnel afin de faciliter le voyage dans certains pays qui exigeront peut-être une vaccination? Alors, c'est une question en discussion. Nous, on n'est pas vraiment en faveur de ce genre de limitation de voyage, etc. Mais on est un tout petit point sur le globe et c'est une discussion qui se fait au niveau de l'Europe et au-delà, au niveau international. Il y a une certaine tendance parmi les pays européens de vouloir avoir un certificat européen. Ce qui ne va pas résoudre tous les problèmes parce qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent dans des pays tiers. Et donc, c'est probablement au niveau de l'OMS qu'un mécanisme doit être mis en place. Alors, donc, il y a une question par rapport à un cabinet où il y a plusieurs médecins, des salariés qui sont chaque jour en contact avec entre 150 et 200 patients. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on a des listes des médecins et des salariés? Et est-ce qu'on peut vacciner les autres personnes de ce genre de pratiques groupées, par exemple? Ouais. Alors, ce qui est clair pour l'instant, c'est la priorité pour le personnel de santé. Donc, c'est les professions de santé reconnues au Luxembourg, les médecins dentistes, mais aussi toutes les autres professions reconnues. On est bien conscient que dans les cabinets travaillent d'autres personnes qui ne tombent pas sous cette catégorie-là. Et nous sommes en train de réfléchir comment aborder ce problème qui est un réel problème. Alors, le vaccin est contre-indiqué aux patients allergiques. Allergiques à quoi? Donc, effectivement, quand on lit la notice scientifique du vaccin, le vaccin dit une allergie à un des constituants. Évidemment, si on n'a pas été encore vacciné avec un vaccin à ARN messager, on ne peut pas savoir si on est allergique. En revanche, il y a quand même donc les excipients ou les autres substances. Et donc, dans le cas du premier vaccin ici, donc on parle du polyéthylène glycol. Et donc, les personnes qui ont déjà fait des allergies à ce type de produit, il faut vraiment être prudent.
Pour le vaccin Moderna aussi, on a eu quelques cas de personnes qui avaient eu, par exemple, des comblements, hein, donc tout ce qui est procédure esthétique, donc tous les produits de complément et qui ont déjà fait apparemment donc probablement des anticorps anti-PEG. Là, il faut faire attention. Donc, si vous savez que la personne a subi ce genre de choses, il faut juste bien faire attention à ces vaccins-là. Il y a nouveau une question sur les personnes âgées. Alors, le vaccin Pfizer, à ma connaissance, a été testé chez les personnes jusqu'à 85 ans, en tout cas dans l'étude que j'ai vue. Donc, ce n'est pas 75 ans comme notre collègue l'écrit ici. Est-ce qu'on ne prend pas les personnes plus âgées comme des cobayes? Non, je ne pense pas. À nouveau, basé sur l'expérience de vaccination dans d'autres pays. Et à nouveau, Israël, l'Espagne notamment, a vacciné énormément de gens dans les maisons de soins. Donc, c'était des personnes âgées. On n'a pas eu de problème significatif avec cette population. Je pense que la plus grande question qui reste ouverte, c'est l'efficacité de la vaccination chez les personnes très âgées. Parce qu'on sait en général, l'efficacité de la vaccination diminue avec l'âge. Alors, est-ce que vous garantissez que les personnes qui reçoivent une première dose du vaccin peuvent recevoir la deuxième dose dans un délai correct? Oui. Oui, c'est prévu et on prévoit en fait, c'est toute la gestion du stock de vaccins et on a un système pour ça, oui. Donc, les personnes immunisées naturellement suite à la maladie seront également vaccinées. Ça, c'est la question qu'on a déjà eue d'une certaine façon. Oui, on recommande de vacciner même les gens qui ont fait déjà une fois la maladie, parce qu'on estime, basé sur ce qu'on sait pour l'instant, que la vaccination donnerait une protection plus efficace et plus prolongée. Alors, pour les professionnels de santé qui vont travailler dans les centres de vaccination, est-ce qu'il est prévu donc qu'ils se fassent vacciner avant le commencement? Eh bien, ils se feront vacciner en fonction aussi de la disponibilité des vaccins, hein. Ça répond à la question qu'on a eue précédemment. Alors, l'âge des professionnels de santé pour les invitations à la vaccination est-elle pris en compte? À ma connaissance, non, parce que c'est trop compliqué. On doit déjà identifier les professionnels de santé. Il y a, je pense, 27 ou 28 professions de santé reconnues au Luxembourg. Et donc, on invite au prorata des vaccins qui arrivent dans chaque catégorie, parce qu'on ne veut pas favoriser les infirmières par rapport aux médecins ou vice-versa. Donc, dans chaque catégorie, on invite. Et si on doit encore matcher ça avec l'âge, ça devient trop compliqué simplement dans le système. Alors là, je ne sais, ça c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une affirmation. Un confrère qui vaccinait en maison de soins et disait qu'il n'avait pas le droit d'extraire une 6e dose ou de mélanger le reste des 2 flacons. Est-ce vrai? Alors ça, c'est une question importante. Donc, il faut savoir que le vaccin Pfizer, hein, puisque c'est de celui-là qu'on parle, il a été approuvé donc, pour un flacon pour garantir 5 doses. Donc, il est étiqueté comme étant un flacon à 5 doses. Maintenant, si on utilise des seringues et des aiguilles spéciales, ou donc avec un faible espace mort, on peut tirer une 6e dose, voire plus. Et donc, ça fait l'objet de ce qu'on appelle une variation. Donc, la firme a pu fournir les données à l'Agence européenne du médicament qui vont faire qu'on va pouvoir garantir que, moyennant évidemment l'utilisation du matériel approprié, donc la notice sera adaptée avec les instructions de préparation pour pouvoir justement extraire la 6e dose. Alors, mélanger les restes de 2 flacons, moi je serais quand même très prudente. Premièrement, pour des risques d'asepsie, et deuxièmement, il ne faut pas oublier que les ARN messagers, ce sont des molécules fragiles. Donc, tout ce qui est manipulation, même voilà, les aiguilles, hein, on le sait par ailleurs, hein, même en labo de recherche, quand on fait une prise de sang pour doser les ARN, la manière dont la prise de sang est faite peut carrément changer les résultats. Donc, moi, je serais vraiment, c'est quelque chose que je ne recommanderais pas parce qu'on ne peut pas garantir que ce qui est reconstitué va effectivement contenir la totalité d'une dose pour que la vaccination soit efficace.
Alors, une question sur le taux de vaccination actuel de la population. Bon, c'est un peu trop tôt pour en parler. On a fait 5 000, 6 000 injections entre-temps, donc très peu par rapport à toute la population. Est-ce que le vaccin est bien accepté? On peut dire dans les maisons de soins, oui. Les personnes âgées sont vraiment très motivés pour se faire vacciner. Bon, c'est un peu normal, ils connaissent le risque. Ils ont malheureusement vu mourir d'autres personnes dans les maisons de soins récemment. Et donc, ce qui explique la forte motivation. Parmi les invitations qu'on a envoyées aux professionnels de santé, je dois dire l'enthousiasme est un peu plus modéré, mais on insiste à ce que vous preniez votre rendez-vous. À nouveau, votre code est valable pendant 2 semaines. Si vous ne prenez pas votre rendez-vous, on donnera votre dose à quelqu'un d'autre parce qu'il y a des gens qui veulent se faire vacciner et qui attendent. Et vous êtes mis en fin de liste d'attente. Donc, on ne peut pas vous garantir, si vous n'acceptez pas l'invitation maintenant, que vous puissiez venir mi-février en disant j'ai changé d'avis et je veux me faire vacciner maintenant. Il faut être conscient de ça. Ce qui était important aussi de savoir, effectivement, c'est que les vaccins sont rares et puis ils ont des durées de péremption qui sont courtes. Et donc, on ne peut pas se permettre, entre guillemets, de les laisser traîner. Oui. Voilà. Alors, une question sur la grossesse à nouveau. Délai d'attente après la 2e dose. Apparemment, la haute autorité sanitaire en France recommande 3 mois. Je pense que c'est le principe de précaution. On n'a pas de données solides pour fixer un délai. Mais je pense une grossesse en général n'est pas une urgence. On peut se permettre d'attendre quelques mois avant de commencer une grossesse. Ouais, donc ça, c'est encore une fois la grossesse. Encore une question sur les allergies. Donc, aux abeilles, on a répondu qu'il n'y a pas vraiment de contre-indication au vaccin. Question récurrente des patients, les craintes des vaccins, des nouvelles technologies à ARN messager. Là, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose où on reçoit aussi nous-mêmes des questions et on sait qu'il faut rassurer par rapport aux ARN messagers. Et donc, il y a toute une série de communications qu'on va développer à ce niveau-là. Je dirais, comme j'ai dit au début, donc l'ARN messager, c'est une molécule qui est à l'intérieur du cytoplasme, donc elle n'est pas dans le noyau, donc elle ne va pas rentrer de nouveau dans le noyau, donc la transcription se fait dans l'autre sens, dans l'espèce humaine et dans tous les mammifères. Donc il n'y a pas de risque par rapport aux questions de toucher à l'ADN. Voilà, donc la question, c'est la question qui vient. Voilà. C'est une question très fréquente, mais je pense qu'on peut être formel là-dessus. Il n'y a pas de risque d'incorporation à l'ADN. L'autre question qui vient souvent dans ce même contexte, c'est la rapidité de mise sur le marché du vaccin. Et pourquoi est-ce qu'on a pu le faire? Et pour d'autres vaccins, ça a duré beaucoup plus longtemps. Est-ce qu'on n'a pas pris des risques point de vue sécurité? Il y a plusieurs facteurs qui jouent. Un des premiers facteurs, c'est qu'on n'a pas commencé à zéro parce que c'est un coronavirus et les chercheurs ont travaillé sur d'autres coronavirus ces dernières années. Il y avait le SARS, il y avait le MERS qui est un autre coronavirus. Et donc, beaucoup de choses ont été déjà préparées pour ces 2 maladies qu'on a pu reprendre. Il y a eu le fait que les biotechnologies aujourd'hui sont beaucoup plus avancées que dans le passé et toute cette technologie de mRNA était disponible. Et puis, il y a, et là tu es l'experte, point de vue processus de review, il y a ce qu'on appelle le rolling review, et je te passe la parole pour expliquer. Voilà, donc effectivement, donc, je rejoins tout à fait. Donc il y a toute la partie réglementaire aussi qui fait qu'aujourd'hui, le temps de revoir toutes les données qui sont générées, qui doivent être soumises pour l'autorisation de mise sur le marché, on peut le faire de manière au fur et à mesure. Donc on n'attend pas d'avoir tous les résultats d'une étude clinique pour commencer à l'évaluer. Donc on peut les entreprises peuvent soumettre des paquets de dossiers qui sont revus au fur et à mesure et qui accélèrent le processus. En termes de production aussi, on met des lignes parallèles. Les processus de bonnes pratiques de fabrication aussi, il y a toute une série de process qualité qui normalement se font en cascade. Et là, on peut les faire en parallèle, donc on peut gagner du temps. Et donc, ce sont toute une série de mesures qui font que
on peut plus rapidement mettre sur le marché ce type de produit. Pour revenir donc sur les ARN messagers, donc notamment effectivement on connaît déjà des coronavirus. Aujourd'hui on a la technologie aussi pour séquencer le génome et d'aller faire une copie. En fait l'ARN c'est une empreinte de l'ADN, donc il vient se coller, il copie, c'est une photocopieuse, en fait c'est une photocopie de l'information, il ne va pas rentrer dans la cellule. Il faut aussi savoir que dans d'autres pathologies, la technologie des ARN est connue depuis plus d'une dizaine d'années, puisqu'il y a des recherches, il y a certains vaccins vétérinaires qui sont basés sur cette technologie, il y a des recherches sur le Zika, sur le chikungunya, sur la rage. Les ARN messagers sont aussi utilisés pour la thérapie de certains cancers rares, et donc ça permet de faire un traitement personnalisé du cancer. Donc ce sont des avancées fantastiques auxquelles on a accès aujourd'hui et auxquelles on n'avait pas accès il y a 15 ans. Absolument. Et puis, ce Oui. qu'il faut aussi préciser, on a quand même fait des études sur des larges cohortes, 30 000 à 40 000 personnes. C'est un chiffre assez classique en vaccinologie. Donc, on n'a pas simplifié les essais cliniques. Bien au contraire, ça a été fait correctement. Et il y a d'autres vaccins qui ont été mis sur le marché dans le passé qui avaient des études beaucoup plus petites. Tout Donc, on est quand même rassuré de ce côté-là. Il y a une question à nouveau sur les personnes vulnérables. Est-ce qu'il faut les inscrire sur une liste? Donc, comme j'ai dit, on est en contact avec l'AMMD et le CMG, Cercle de médecine générale, pour discuter des modalités pratiques. Je sais que les instances européennes ou certaines instances européennes ont fait circuler une lettre pour leurs fonctionnaires à la retraite qu'ils doivent s'inscrire sur des listes dans les pays où ils résident. C'est un peu prématuré, on va y arriver et on va vous communiquer évidemment les modalités en temps utile. Alors, donc, pour les personnes qui ont des maladies auto-immunes, on déconseille en général de faire des vaccinations. Et donc, quid pour la vaccination Covid? Donc, la question, il faut voir quel est l'état de la personne. Donc, si on a une maladie auto-immune qui est bien contrôlée, c'est vraiment à peser le pour et le contre. Donc là, c'est vraiment, ça va dépendre du type de maladie auto-immune. Il faut savoir aussi que les sociétés professionnelles, spécialisées, ont déjà émis des recommandations. Donc je prends par exemple EULAR, la Société européenne pour les affections rhumatismales. Là, il y a déjà des recommandations. Et quand on voit, il n'y a pas vraiment, en général, c'est qu'une maladie qui est bien contrôlée, il n'y a pas de contre-indication. Et à nouveau, la question sur la transmission du virus chez la personne vaccinée, donc on n'a pas encore les études. Il y a une question sur les documents, ça c'est important, documents thématiques sur la grossesse, l'allaitement et la surveillance post-vaccinale. Si on ne fait pas le Conseil supérieur des maladies infectieuses qui les émet, mais c'est au niveau de la direction que ça se prépare. Ça. Et toi, tu es au courant de l'avancement de ces documents. Tout à fait, oui. En fait, ce sont des documents qui sont importants pour assurer le suivi et ça fait partie du suivi post-marketing des vaccins. Il faut savoir que ce sont des vaccins qui ont une autorisation de mise sur le marché conditionnelle et la condition, c'est que nous, au niveau de la direction de la santé, on continue à collecter un certain nombre d'informations, donc à la fois sur l'efficacité, mais aussi sur la sécurité et le devenir des grossesses. Donc il faut savoir que le traitement des informations relatives à la grossesse et à l'allaitement font partie de nos procédures de pharmacovigilance. Et donc là aussi, il faut qu'on puisse documenter qu'une femme enceinte a bien reçu toutes les informations pour pouvoir faire un choix éclairé de se faire vacciner. Alors, il y a une question sur la vaccination chez les personnes qui suivent une désensibilisation suite à une allergie au pollen. C'est une question en allemand, donc ich werde da noch plötzlich antworten, weil soweit ich weiß, haben wir da keine genaue Indikationen über die spezielle Situation, mais a priori avoir keine Situation, wo ihn soll aufroden von der Vaccination. Je ne vois pas de contre-indication dans cette situation-là. Alors... Est-ce que le fait d'obtenir une 6e dose de chaque flacon réduit les quantités de vaccins qui seront livrés au Luxembourg? Pas directement, non. Non, parce qu'on a négocié un nombre de doses.
Alors, est-ce qu'on devra encore faire des tests PCR après la vaccination? Alors nous, on recommande de continuer à faire un suivi avec des tests quand vous êtes invité Oui, au large-scale testing, tout simplement pour répondre à cette question de transmission du virus dans la voilà, population après vaccination. Si nous ne faisons pas des tests, on ne saura jamais. c'est ça, absolument. Donc, si un personnel ne peut pas être présent lorsque sa maison de retraite est vaccinée, est-ce qu'elle aura quand même encore un rendez-vous après? Ah, là, je pense que c'est à voir. Oui, les Oui, modalités des de pratiques. pratiques, oui. Bon, les gens en maison de retraite sont en général présents Oui. souvent dans leur maison de retraite. Mhm, C'est pas nécessairement des gens mhm, très mobiles. Bon, il y a la question probablement aussi des hospitalisations. C'est des personnes âgées qui peuvent être mhm. hospitalisées à un certain moment. On trouvera une solution. Je n'ai pas la réponse Oui. maintenant, mais on Mhm, trouvera des solutions pour ces personnes-là. mhm. Alors, Euh, qu'est-ce qu'il est prévu de Confiner faire des Fabien. millions de données de santé publique acquises au cours de cette période? Effectivement, nous avons une loi Covid qui nous impose certaines, je dirais, restrictions dans l'utilisation de ces Mhm, données, vu la protection des données au niveau européen. D'un autre côté, nous avons possibilité de pseudonymiser ces données pour la recherche. On va le faire évidemment parce que oui, c'est très riche comme renseignement, mais de façon pseudonymisée pour protéger en fait c'est ça. la vie privée des gens. Mhm, Et on a l'autorisation dans la loi de garder la base de données vaccination pendant 20 ans. Pourquoi est-ce que les 20 ans sont importants? Dans l'hypothèse peu probable, mais toujours possible qu'il y ait des effets tardifs voilà. de ce vaccin et qu'on se pose des questions plus tard sur la Mhm, sécurité de ce vaccin. mhm. On doit pouvoir accéder à ces données. C'est ça. Et donc peut-être pour Mhm, compléter aussi, il y a aussi des requis au mhm, niveau européen bien, et international, hein. bien. Donc on doit régulièrement faire un reporting, bon, d'une part sur la couverture vaccinale, mais d'autre part aussi, on récolte justement ces données, comme je disais tout à l'heure, pour les vaccins d'efficacité et de sécurité. Il faut continuer à les collecter. C'est aussi une responsabilité que nous avons de pouvoir collecter ces données-là et de pouvoir revenir, hein. Donc si, comme on le disait, s'il y a un effet secondaire qui a lieu dans 10 ans, dans 20 ans, il faut pouvoir retracer et pouvoir documenter ce qui s'est passé. Alors, une question sur des études en cours éventuellement pour des enfants. Mhm. Moi, j'ai pas d'informations, mais toi Tout peut-être. à fait, oui. Donc effectivement, l'Agence européenne des médicaments demande de plus en plus aux firmes de faire ce qu'on appelle des plans d'investigation pédiatrique. Et donc ça se discute déjà donc, au comité pédiatrique de l'Agence européenne des médicaments. Et donc il y a des questions. Je pense que c'est AstraZeneca qui va faire des études chez les enfants et les autres vont suivre aussi. Bien entendu, actuellement, il faut déjà terminer et compléter toutes les études qui se font chez l'adulte. Par exemple, pour le Comirnaty, on inclut des jeunes à partir de 16 ans. Pour d'autres vaccins, c'est à partir de 18 ans. Donc, et en fait, l'idée, c'est d'aller chez les ados de plus en plus jeunes avant d'aller évidemment chez l'enfant qui a des particularités où c'est plus difficile de recruter aussi dans les études cliniques. Alors, une question classique aussi, est-ce qu'on pourra choisir son vaccin? Donc, actuellement, non, parce qu'on a peu de vaccins disponibles et c'est surtout du Pfizer, Voilà. un peu de Moderna. Mhm. On n'exclut pas qu'à une période plus tard dans l'année, quand il y a plusieurs vaccins sur le marché, en grande quantité, que les gens puissent choisir. Mais Et c'est mieux, choisir, ça veut aussi dire regarder les indications c'est surtout qui ça, oui. existent pour certaines catégories de personnes éventuellement. Et Mhm. il se peut qu'un vaccin soit plus efficace chez les personnes âgées qu'un autre, etc. Donc, il y a Mhm. aussi le choix médical Tout qui à est fait. important. Oui, et puis donc effectivement le champ médical et aussi le logistique, c'est-à-dire que si vous voulez absolument vous faire vacciner
chez votre médecin et pas en centre de vaccination, ben, chez le médecin, ça sera difficile de vous donner un vaccin qui doit être congelé à -20 ou à -80. Donc voilà, ce sont des limitations comme ça aussi dont il faudra tenir compte. Prévoyez-vous de communiquer sur le suivi de la déclaration des effets secondaires? Ça, c'est une question pour toi. Tout à fait. Alors effectivement, certaines agences ont commencé à le faire. L'Agence européenne des médicaments va le faire aussi. On nous demande, nous, de rapporter. Donc vous savez qu'au Luxembourg, nous avons une collaboration avec le Centre régional de pharmacovigilance de Nancy. Nous avons aussi augmenté les effectifs. Donc il y a un renfort d'effectifs chez nous et au CRPV de Nancy pour pouvoir faire un suivi. Donc pour l'instant, je sais que nos collègues belges, par exemple, ils ont prévu de le faire de manière hebdomadaire. C'est aussi le souhait de l'Agence européenne des médicaments. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours un petit retard parce qu'entre une déclaration et le moment où on notifie que c'est un vrai effet secondaire, il y a une étape qui est donc la causalité. Donc il faut une analyse par un comité de sécurité indépendant, etc. Donc il y a toute une procédure qui suit. Mais effectivement, ça sera nécessaire et ça a déjà été demandé. Donc on verra comment on le fera en pratique au Luxembourg, mais ça sera possible, oui, tout à fait. Alors, il y a à nouveau la question sur les gens qui ne sont pas affiliés à la CNS, mais sont affiliés à la caisse ERCAM, donc des communautés européennes, qui reçoivent un courrier pour s'inscrire sur des listes de vulnérables. Bon, c'était un peu précipité ce courrier, je pense, on va vous informer dès qu'on arrive à la vaccination des vulnérables, comment on va identifier ces gens, comment on va faire ces listes d'invitations. Alors, peut-on vacciner les patients sous immunosuppresseurs? Donc là aussi, je pense que c'est important de voir quel est l'état, c'est surtout l'état clinique de la personne. Donc, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'interaction identifiée entre un traitement immunosuppresseur et un vaccin, en tout cas ceux qui vont arriver maintenant. Mais évidemment, c'est vraiment l'état général du patient qui va être le critère principal de la décision de vacciner ou pas. On peut aussi préciser peut-être que les gens, quand ils reçoivent l'invitation, quand ils s'inscrivent, il y a une sorte de checklist qui leur est proposée. Et si effectivement ils ont un facteur de risque potentiel, une maladie chronique ou quelque chose, on les invite à prendre contact avec leur médecin traitant, déjà pour avoir une première discussion. Donc votre rôle en tant que médecin est très important de ce côté-là. Et puis, chaque patient qui vient dans un centre de vaccination est vu par un médecin avant la vaccination et peut donc à nouveau poser des questions ou préciser des choses sur son état de santé. Alors, que faire s'il y a une forte réaction après la première vaccination, malgré un antihistaminique la veille? Est-ce que c'est contre-indiqué ou il faut prémédiquer? Alors là, c'est une question très précise. Donc, moi, je pense que ça, de nouveau, comme je rejoins ce que tu viens de dire, c'est vraiment quelque chose où il faut se rapprocher de son médecin traitant, voir un peu quel est le degré de gravité. Difficile de juger évidemment ici. Et au moment où on va se présenter au centre de vaccination, il y aura de nouveau un interrogatoire médical pour justement bien évaluer l'intensité de la réaction. Et bien sûr, ces personnes-là vont être surveillées encore plus. Il faut savoir aussi que dans les centres de vaccination, une fois qu'on a reçu la première dose, et la deuxième aussi d'ailleurs, il y a une aire de repos, c'est-à-dire qu'on demande aux personnes de patienter en général 15 minutes. Si on sait qu'on a une prédisposition, à ce moment-là, on peut rester 30 minutes dans la zone de repos. Et puis, bien sûr, il y a tout l'équipement et le personnel médical et de secours en cas de soucis. Parce que, voilà, on ne peut jamais dire jamais. Des accidents arrivent malheureusement et il faut être prêt. Alors, une question pratique, qui contacter pour postuler dans un des centres de vaccination en tant que professionnel de santé? C'est assez facile, vous allez sur le site de la santé.lu, respectivement covid19.lu, et il y a quelque part le terme réserve sanitaire. Vous vous inscrivez à la réserve sanitaire et on vous contactera. Alors, la maladie de Crohn, quelles précautions lors de la vaccination? De nouveau, ça va dépendre de l'état. Voilà, si vous êtes en phase inflammatoire, c'est peut-être pas le bon moment de se faire vacciner. Et là aussi, il faut se rapprocher de son médecin traitant pour peser la balance bénéfice-risque. La même question pour le Hashimoto.
c'est un peu la même, Voilà, même chose. Vous savez que la Hashimoto avance en poussée. Si vous êtes en pleine poussée, mhm, c'est peut-être pas le bon moment. Il c'est faut ça. attendre un mois ou deux Mhm, mhm, et laisser calmer les choses. mhm. Alors, est-ce que les personnes vaccinées ont rencontré des effets secondaires majeurs? Alors, au Luxembourg, déjà, je peux vous dire qu'on n'a pas d'effets secondaires majeurs. C'est surtout des choses locales, hein. Donc, c'est une induration. C'est vraiment des effets liés à l'injection au niveau local. Donc, on n'a pas de gros problèmes. Question sur les effets secondaires à long terme, effets secondaires graves, ensuite stérilité, maladie auto-immune, cancer, sachant qu'il n'y a pas d'études. Mhm. Euh, Mais à- ça, c'est pour tous les vaccins, oui, hein. Oui, parce que oui, oui, oui. le confrère met à cause Que d'un temps limité avant c'est pas l'autorisation de mise sur le marché, c'est pour les autres vaccinations la la même même chose, chose. c'est Hein. ça, On a, exactement. on a peut-être un peu plus de recul, mais on n'a jamais des années ou des dizaines d'années de recul. C'est ça, c'est ça. Donc effectivement, les études cliniques pour l'autorisation de mise sur le marché ne durent pas 10 ans ou 20 ans, hein, donc c'est compliqué évidemment de répondre aujourd'hui. Alors, les excipients des vaccins contiennent-ils des métaux lourds comme l'aluminium? Alors, il n'y a pas de métaux lourds, il n'y a pas d'excipients. Par exemple, pour le Comirnaty, la seule chose qu'il y a, donc, c'est l'ARN messager et qui est véhiculé dans des sphères lipidiques. Et donc, il n'y a pas du tout de métaux lourds. Et pas non plus pour le Moderna et pour AstraZeneca non plus. Alors, il y a un collègue qui a rejoint tardivement et qui Mhm. pose des questions qui ont déjà été posées. Mhm. Encore une fois, si vous n'avez pas reçu votre Mhm. invitation, pas de panique, vous allez la recevoir. C'est progressif au Mhm. prorata de l'arrivée du vaccin. Et pour les patients vulnérables de votre clientèle, ne vous inquiétez pas, on trouvera un système pour les identifier. Oui. Ça doit être discuté et de toute façon, on n'est pas encore à la phase de vaccination générale des personnes vulnérables. On vaccine maintenant les personnes Mhm. vulnérables dans des institutions d'hébergement de personnes âgées. Voilà, et tout simplement parce que les vaccins arrivent, comme on le Ouais. disait, petit à petit, hein. On n'a pas encore un grand flux de vaccins à notre disposition. Alors, je suis submergé de demandes de Mm. mes patients. Quelle perspective en termes de délai pour une vaccination des patients jeunes, dites non vulnérables? Honnêtement, je pense on peut être très content si on a une grande partie de la population vaccinée pour l'été. C'est très ambitieux déjà. Mhm. À nouveau, j'étais dans une réunion européenne hier Mhm. où la Commission a répété par la parole de Madame van der Leyen qu'ils veulent 80% de vaccinés pour l'été. Mhm. Je ne sais pas si y arrivera, mais les jeunes non vulnérables ne sont pas une priorité. On sait que dans cette catégorie d'âge, le risque de faire des complications est très petit. Le risque de mourir de cette infection est très petit. Donc d'abord les personnes vulnérables, les personnes âgées avant les autres. On a encore le temps pour les Ah oui, deux on doit... dernières questions. Donc ici, peut-être... Ah, Oups, voilà, elle est partie. elle est Ah, partie. voilà. Ok, peut-être... Alors la oui, monsieur. question sur les médicaments antiviraux, par exemple par voie orale, est-ce qu'il y a des développements qui se font? Là, tu peux peut-être Oui, donc répondre. alors on parle de antiviraux donc Yeah, spécifiques. Bon, je pense au remdesivir yeah, donc ouais, qui est un autre débat. yeah. Il y a maintenant d'autres traitements, hein, donc qui sont en cours de développement. Il faut savoir que c'est souvent ce qu'on appelle du repurposing, c'est-à-dire qu'on va prendre des antiviraux qui sont utilisés pour d'autres maladies qu'on essaye de tester donc dans le Covid. À ce jour, je vous avoue qu'il n'y a pas vraiment malheureusement, les études ne sont pas concluantes. Il y a une autre voie qui sont les anticorps monoclonaux, mais là, ce sont aussi des injectables, puisque ce sont des grosses molécules biologiques, et donc ça ne se prête pas à un développement par une voie orale. Alors, on nous dit
dernière question, donc c'est un rappel de notre régie ici, parce qu'effectivement c'est presque 13 heures. Oui. Avons-nous la garantie d'avoir le même vaccin pour la deuxième dose du même laboratoire? C'est clairement oui. Et c'est un souhait parce qu'on ne veut pas, justement, pour la traçabilité des effets secondaires, etc., c'est vraiment un requis. Et donc, notre planification des vaccins, elle prévoit effectivement de réserver une deuxième dose pour une vaccination avec le même vaccin. Voilà, nous ne pouvons pas dépasser le temps qui nous est donné. Imparti, oui. Donc, on vous remercie beaucoup. On vous dit merci pour les questions très intéressantes. Juste un rappel, il y a possibilité d'avoir une newsletter sur la vaccination en français ou en allemand. Et on peut s'abonner par mail sur, je vous donne le mail, c'est communication-direction@ms.eta.lu. Je répète, communication-direction@ms.eta.lu. Et on vous envoie la newsletter. Et puis le prochain Lunch Talk sera le 4 février, probablement à la même heure. Et on vous enverra toutes les indications pour vous inscrire si ça vous intéresse. Et d'ici là aussi, ce que je voudrais rajouter, on a aussi notre site internet. Donc si vous tapez Infovax dans votre moteur de recherche, vous allez directement tomber sur le site du gouvernement où vous avez ce qu'on appelle une toolbox qui s'appelle Infovax, où vous allez retrouver toutes les informations, que ce soit justement des questions fréquemment posées. Donc merci pour vos questions parce que ça nous permet aussi de continuer à alimenter ces documents, donc où vous avez les réponses à vos questions dans plusieurs langues. Et il y a aussi donc du matériel, les notices des vaccins y seront ajoutés, etc. Donc je dirais que c'est un peu un site de référence qu'on peut vous conseiller. Voilà, donc merci. Merci à tous et à une prochaine fois.